Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Et aujourd'hui, nous allons parler de la New Japan Pro Wrestling, de son show Wrestling Kingdom 12 qui s'est déroulé le 4 janvier dernier au Tokyo Dome à Tokyo, au Japon. Nous avons débriefé ce qui s'est passé lors du pay-per-view qui s'est déroulé le 4, je ne répète pas. Et nous allons commencer avec le premier match qui opposait les Young Bucks face au Roppongi 3K pour les titres par équipe junior remportés par les Young Bucks. Pour moi, ce match, c'est... Ouais, ils auraient pu faire mieux et je comprends pas pourquoi on a mis les Young Bucks en premier, en temps en avant. C'est pas eux qui avaient vraiment besoin de cette victoire et de ce match en particulier. C'est qui m'échappe un peu parce que on a vu le niveau qui manque pour les Roppongi 3K. Et c'est dommage parce qu'ils ont porté les titres récemment, ils sont revenus au Japon très récemment et leur règne a duré quelques mois. C'est dommage parce que je leur aimé faire mieux face aux Young Bucks. Ils ont été vite déforcés et les Young Bucks ont toujours eu l'avantage sur les Roppongi 3K même si ces derniers revenaient. Et on voit le niveau que installe la New Japan par rapport aux Roppongi 3K, c'est que ces derniers ont encore du chemin à faire avant d'atteindre le niveau des Young Bucks qui ont glané leur 7ème ceinture par équipe junior de la New Japan depuis 2013. C'est quand même beaucoup. Pour moi, ça me dérange pas, hein, mais le match n'a pas vraiment été intéressant, pas euh, vraiment inoubliable, mais c'est un bon petit top 9 quoi. J'en regarderai pas le match en disant ouais, je vais me retaper le Ponty Freaky face aux Young Bucks par exemple. Non, je regarderai ce match une fois et voilà. Il est pas mauvais, mais il est pas extraordinaire non plus. Et c'est dommage pour les Roppongi 3K. Moi, je pensais qu'ils allaient faire mieux. Et voilà, ils ont perdu les ceintures très vite pour moi. Mais j'espère qu'il y aura une suite aux affrontements. Peut-être un match de l'échelle. Moi, un match de l'échelle par équipe pour les chasseurs juniors, ça m'intéresse. Et voilà. 7 sur 10, mais c'est parce que c'est dommage. Je vois ce match qui m'a déçu en fait dans la durée. Pas dans la durée, mais dans la. Comment dire, dans le résultat. Et dans la manière dont c'est arrivé. Les Young Bucks ont totalement dominé le match, même si le Konji Fuki est revenu. C'est dommage parce que jouer les Japonais qui ont gagné, mais finalement ils ont fait gagner les Young Bucks. C'est dommage. Mais il y a vraiment pas de quoi se scandaliser. Les Young Bucks sont légitimes en tant que champions par équipe, donc junior, hein, attention. Euh, donc ce serait dommage, voilà, de faire perdre les 3K. Ils les ont fait perdre. Voilà, on espère qu'il y aura une grosse réalité. Peut-être à New Beginning, mais on verra d'ici là. Et on passe à 10 minutes de 7 sur 10, hein, si vous avez vu dans le PowerPoint. Voilà, on va enchaîner avec le match pour le titre Never Open Main 6-Man Tag Team Championship. Qui voyait le Bullet Club, Bad Luck Fate, Tamatonga, Tangaloa, les champions par équipe, face aux Michael Elgin et les War Machine, et face aux Suzuki Guns, Taishi Taikashi Bizuka et Zack Sabre Jr., et les Tagoshi Japan, Joyce Rebelson, Ryoshi Kei Tagoshi et Togi Makabe. Ma prononciation ne s'est pas améliorée, et au Chaos qui ont remporté les ceintures Barretta, Tomoshi Ishii et Torio Yano qui ont remporté les ceintures mais qui ont perdu le lendemain à New Josh face au Bullet Club. Comme quoi, ce match n'a servi à rien. Ce match, je n'ai pas aimé parce qu'il est assez oubliable. Les éliminations sont assez rapides. L'élimination de l'association entre les War Machine et Malcolm Elgin se fait très rapidement. Axel Junior met dans sa prise Hanson, je crois, et voilà, il le fait perdre connaissance. C'est dommage qu'on ait un match aussi, c'est très rapide, les émissions sont très rapides, on n'a aucun moment de temps de s'identifier une équipe, de supporter une équipe. Le Bullet Club qui est arrivé en dernier, c'est certain, les champions voilà, qui ont réussi qui ont malheureusement perdu leur ceinture face à la paire Barretta Ishii-Yano. Voilà, il n'y a vraiment pas. Voilà, je m'en fous un peu et
Sinon, c'est assez oubliable. C'est dommage que les War Machines, Zack Sabre Jr. par exemple, ne peuvent pas avoir une autre exposition qu'un match comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai mis 4 sur 10. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est oubliable et que c'est trop rapide. C'est trop rapide, ça aurait pu faire autre chose avec ces buteurs-là. Il y avait moyen, même si le temps était compté. Normalement, voilà, le match a duré 17 minutes, c'est quand même assez plus long que le match par équipe normal et un peu plus long que le match le match suivant. Donc voilà, c'est bizarre. J'ai pas décroché, les Taguchi Japan se font éliminer de manière stupide. Les Suzuki Guns se font éliminer aussi très rapidement. C'est dommage, parce que les éliminations sont très banales, elles sont très oubliables, et on s'est pas dit, wow, putain, il y a eu un move extraordinaire, et là, on voit un match assez oubliable, un Godley match, c'est pas souvent les matchs qu'on retient le plus. Ben là, voilà, la malédiction du titre Never, Six Men, a encore sévi. 4 sur 10 pour la victoire du Chaos, qui auront perdu les ceintures le lendemain. Voilà. Tout ça pour ça, mais bon, fallait bien remplir la carte du Wrestling Kingdom 12 et remplir un peu la salle de Tokyo Dome et faire venir des gens comme Zack Sabre Jr. et War Machine. Pour un match pareil, on aurait pu faire autre chose. Voilà. C'est dommage, moi j'ai pas kiffé ce match, je suis pas rentré dedans, donc voilà, moi je mets 4 sur 10. Voilà. Élimination, c'est des éliminations qui sont trop rapides qui m'ont sorti du match. C'est dommage. C'est vite enchaîné. Moi j'ai pas eu le temps de comprendre. C'est dommage. Et on va... ben voilà, 4 sur 10. Et on va enchaîner avec le seul match qui n'avait aucune ceinture en jeu. C'était le match en présentant Kota Ibushi, ancien participant du Cruiserweight Classic de la WWE en 2016, face à Cody Rhodes, Cody pour le circuit indépendant, mais qui ça fait appeler Cody sur le circuit, et qui est un ancien de la WWE. Et victoire de Kota Ibushi sur Cody Rhodes. Ouais, Cody Rhodes ose, nom des dieux. Son crossroads que je pense que tout le monde a vu en images, en gif et en vidéo, qui est assez impressionnant. Ce crossroad, il part du tablier du ring, donc de l'autre côté de Rhodes vers l'extérieur du ring, qui est monstrueux. J'ai cru que Kota Ibushi s'était pété la tête, tord du cou, et là pour une fois, Cody Rhodes a osé. Il m'a même fait un Hurricane Rana, ce que je repasse très souvent de la part de Cody Rhodes. Mais on voit que Kota Ibushi techniquement est un peu plus au-dessus que Cody Rhodes, et voilà, je suis content de voir que Kota Ibushi gagnait. Bon, la perte du titre de la Ring of Honor a été un signe que Kota Ibushi allait gagner à Wrestle Kingdom, même si rien n'était sûr. Il n'y avait rien de transcendant, mais on sentait que les deux lutteurs étaient très à fond. C'est pas encore le match référence pour Cody Rhodes, je pense qu'à New Japan, Cody Rhodes, je pense qu'il n'a pas encore le niveau pour aller toucher des stars comme Kota Ibushi même, mais des stars comme Okada, où j'ai trouvé leur match Lord Jarwin Spatial quelconque, et je pense qu'il devrait un peu se faire des matchs sur le circuit japonais pour un peu monter son niveau et faire un match référence. Le match est quand même 7 sur 10, c'est quand même très bon pour moi, pour Cody Rhodes. Il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de spécial à marquer. Mais voilà, Cody Rhodes a bien fait son Wrestling Kingdom, son deuxième, je crois, de Wrestling Kingdom. Mais son affrontement avec Kota Ibushi, il ose. Et j'espère qu'on va dans ce chemin-là sur les mois à venir, tant à la New Japan Pro Wrestling qu'à la Ring of Honor, lors du show anniversary. Donc, que je ne connais pas le carte parce que, voilà, on commence seulement l'année. Et j'espère que d'ici là, Cody Rhodes osera un peu plus dans ses matchs. Le Crossroads à l'extérieur de ring est exceptionnel. Pour moi, c'est le move du match. Mais Kota Ibushi est extraordinairement agile et d'une facilité déconcertante. Et il a mérité cette victoire et j'espère qu'il aura peut-être un title shot pour le titre US parce que c'est ce qu'ont dit les commentateurs, que c'était une étape de plus pour Kota Ibushi d'aller défier Kenny Omega. Mais Kenny Omega, on y reviendra un peu plus tard. J'ai mis une note de 7 sur 10 avec une belle victoire de Kota Ibushi, donc voilà, il n'y a vraiment pas de péril dans la demeure. Et on enchaîne avec le match pour les titres par équipe, poids lourd de
la New Japan qui opposait les Killer Elite Squad, Lance Archer et Davey Boy Smith Jr. face à Los Ingobernables de Japan, Evil et Sanada, les vainqueurs du World Tag League, qui s'est déroulé fin de l'année 2017. Et avec une victoire de Evil et Sanada, qui sont dorénavant nos nouveaux champions par équipe poids lourd de la New Japan Pro Wrestling. Je suis très content pour eux. J'ai mis 6,5. C'est pas parce que j'ai pas aimé le match. Le match était bien. Et on voit que les Killer Elite Squad sont très très dominants. Et le physique, même si Gilles est plus petit, mais un peu plus trapu, mais malheureusement n'est pas plus grand parce que c'est des tours quand même, Archer et Smith face à Evil et Sanada qui sont un peu plus petits, plus légers. Moi j'aime bien Sanada, c'est un lutteur que j'apprécie beaucoup. Et moi j'aurais aimé que le match aurait été mieux équilibré que ça, parce que le Killer Elite Squad a trop dominé pour ma part, ce qui m'a un peu... voilà. Non, j'ai pas envie que les Killer Elite Squad gagnent, moi j'ai envie que Evil et Sanada qui ont fait tout ce tournoi pour quelque chose soit récompensé. Et voilà. Ils ont remporté les ceintures. Je suis très content que les Evil et Sanada ont remporté. Parce que voilà, c'était vraiment très mal parti. Hein. J'ai vu le match était très très sens unique. J'ai même cru un squash. J'ai cru qu'ils allaient faire un squash match. Mais le match était bien, mais il aurait été mieux équilibré un peu plus. Ils ont fait un Magic Killer, je crois. C'est chouette, c'est aussi en référence à Gallows Anderson qui sont à la WWE, mais voilà, je suis content des Evil et Sanada qui sont champions, ils sont pas mauvais, c'est une très bonne équipe, ils ont perdu les ceintures Never Six Men, c'était pour ça, donc c'est chouette. C'est chouette, c'est dommage que Bushi, qui était leur troisième partenaire pour les titres, n'a eu que le match du pré-show pour se contenter, mais là voilà, ces deux autres partenaires sont champions. Les Los Ingobernables ont une ceinture, espérant que Naito devant la soirée, mais si vous avez vu le résultat, vous savez, puisse confirmer cette tendance. Mais le match pour les titres par équipe n'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur match. J'ai vu beaucoup de matchs par équipe l'an dernier qui ont été mieux, j'ai vu mieux en 2017 et c'est pas mieux qu'en 2017. Je suis en dessous, c'est dommage. C'est un poil en dessous et il manque ce hit factor, cet élément spécial qui me fait dire ah putain c'était un match de fou. Mais voilà. On va enchaîner dorénavant avec le match pour le titre en Never Openweight Championship que faisait Minoru Suzuki face à Hiroki Goto pour le titre et le perdant se faisait raser les cheveux. Un Hair vs Hair Never Openweight Championship match. Je suis pas rentré dedans. Je suis resté assez extérieur à ce match qui a été voilà en plein milieu de la carte et avant les gros matchs de la soirée. Et j'ai pas aimé ce match, je me suis un peu ennuyé. Ouais, Suzuki est fidèle à sa réputation, était très malin. Son dropkick était. Son saut chassé était exceptionnel. Très 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 athlétique Suzuki. Goto, c'est chouette de le voir gagner. Je suis content pour lui, je suis content pour lui. Pour les titres, pour le titre Never. Que je m'en fous en fait. Ce match, j'aurais préféré ne pas le voir, mais fallait passer par là pour faire une review et voilà, c'est pas le style de match que j'aime, c'est vraiment pas ça. Moi je suis vraiment plus pour rien. Et voilà, le titre Openweight existe depuis récent. J'ai pas accroché quand même au match en lui-même, même si le titre, voilà, comme je l'ai dit, est récent. C'est vraiment pas la ceinture que j'apprécie le plus. Voilà, des ceintures les plus récentes de la Japan, c'est vraiment pas celle-là que j'apprécie le plus. Mais voilà, elle fait son taf, et du moment qu'elle n'entache pas les grandes superstars, voilà, je suis content. Et voilà, j'aurais été surpris si le match était meilleur. J'aurais été, ouais, chouette, c'est cool, ils ont mis le paquet pour le titre Never. Mais là, il n'y a vraiment pas de quoi dire, il n'y a rien. Moi, je me répète. C'est voilà, et le titre Never est vraiment chouette, aurait été chouette avec des jeunes. Là, c'est quand même des plus âgés, et voilà. J'ai mis 5,5. Voilà, avec une victoire de Hiroki Goto, qui devient notre nouveau champion. Oui, mais voilà, je suis pas vraiment fan de ce match. Voilà,
Il a fait son taf, il est pas dégueulasse, mais voilà. Moi, j'ai pas rentré dedans. Et, il est assez stiff, hein, c'est un style de catch japonais, et voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis pas triste. Voilà. Mais voilà, pour un Wrestling Kingdom, je suis assez déçu. Je suis tombé de très haut. Mais voilà. Et on enchaîne avec un match qui va me donner un peu plus de sourire, qui opposait notre ami Marty Scurll, qui défendait sa ceinture junior de la New Japan, face à Hiromu Takahashi, Kushida et Will Ospreay, qui ce dernier est devenu le nouveau champion de la New Japan catégorie junior en battant les trois précédents pour la deuxième fois et étant le seul britannique à devenir deux fois champion de la New Japan junior. Et je suis très content de ce match puisque c'est pour moi l'un des meilleurs matchs de la soirée. Avec un autre match, vous verrez dans les trois autres qui sera le match qui égalera ma note de 8,5 sur 10. J'ai vraiment kiffé ce match. Les kicks de Will Ospreay qui est vraiment pour moi sorti du lot dans ce match. Je suis un grand fan du lutteur et je suis un grand fan de tout ce qu'ils ont fait. Les kicks ont été méchants. J'ai eu des kicks et c'était tellement violent, c'est tellement stylé, stiff et c'est tellement fou. C'est tellement fou de voir ça quand je vois ça, je dis putain, mais c'est ce que j'aime. Le saut d'Ospreay d'une structure du dôme et sur son moonsault sur les trois autres. Oui, quand il a voulu se rattraper au dernier moment, ça n'a pas marché, mais c'était chouette quand même parce que j'ai aimé ça, l'intensité de ce match, et les kicks, les super kicks que j'ai eu, ils sont d'une violence. Et les sauts, Will Ospreay est toujours génial, Takahashi aussi, même si je l'ai moins vu, c'est moi, ou parce que je le connais pas assez. Marty Scurll est fidèle à lui-même, à son personnage de villain que je ne colle pas, j'arrive pas, mais il fait son taf, et il colle un peu avec son personnage. Et voilà, mais je suis content quand même de voir qu'Ospreay ait remporté ce match parce que les deux autres ne les méritaient pas. J'aime bien le style de Kushida, j'aime bien le style de Scurll, même si j'arrive pas à rentrer dedans. Takahashi aussi, il a vraiment fait le job dans son style. Et moi, j'ai vraiment kiffé, ça partait, c'était nerveux, j'aimais bien ce match. Il y a eu des innovations, ils ont pas eu peur de faire des beaux mouvements. Voilà, les kicks. Je retiendrai ça, les kicks. Et Marty Scurll qui a fait jouer son parapluie aussi, et il a vraiment tapé d'une violence rare, mais j'ai jamais vu des coups aussi violemment, même si je suis pas vraiment trop habitué au style japonais, mais j'ai jamais entendu de coups comme ça. C'est bizarre, donc mais c'est génial. Pour moi, c'est génial de voir un match comme ça. Ça représente tellement ce que j'aime dans le catch. Je suis vraiment trop subjectif. Et pour vous dire que ce match est mauvais, ce match est très bon. C'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et j'ai mis un 8,5 et victoire de Ospreay parce que ce match mérite ça. Oui, Ospreay méritait de ses ceintures. Pourquoi lui a fait perdre au bout d'un mois face à Marty Scurll? Juste pour faire la grandiosité du match de ce soir, même si le match est excellent. Voilà, j'aurais préféré qu'Ospreay fasse ce match face aux 4, mais en tant que champion. C'est juste le petit bémol. Et 8,5, c'est un must. C'est un must-see, un match junior, un match de points moyens. Si vous aimez les points moyens à la WWE, ben ça c'est aussi bien. C'est aussi mieux, c'est très bien, c'est très bien le titre junior. Même si à la WWE ils n'ont pas des storylines. Ils ont le talent in-ring, mais pas le storyline, la New Japan, voilà. C'est vraiment le catch pour moyen, son meilleur. Et on va enchaîner avec le match pour le titre intercontinental de la New Japan qui opposait Hiroshi Tanahashi, mon dieu, qu'est-ce que j'ai dit là, face à Jay White, le Switchblade, qui faisait son retour à la New Japan Pro Struggle. L'ancien Long Lions, donc l'ancien jeune de 2 jours à New Japan, est revenu, le néo-zélandais, parce que oui, White est néo-zélandais si vous ne le savez pas, n'a malheureusement pas réussi à concrétiser l'effet de surprise de son retour pour remporter la ceinture, et Hiroshi Tanahashi reste toujours à 41 ans le champion intercontinental de la New Japan. J'ai mis 7 sur 10 parce que voilà, j'ai très bien aimé Tanahashi. Tanahashi est vraiment bon, pas Tanahashi, White, pardon. Justement, je vais venir après à Tanahashi. White est excellent, moi j'ai vraiment aimé ce que White a fait, j'aime bien son style, il a vraiment de l'avenir, c'est dommage qu'on ne l'a pas fait champion. Par contre, voilà, Tanahashi n'a pas
n'a pas accéléré de rythme parce qu'il se remettait de une blessure au genou. Et on voit bien que le rythme était trop long sur ce match. Et c'est dommage que voilà, Tanahashi voilà, ne pouvait pas donner son match à 100%. Il l'a remporté, c'est dommage parce que voilà, je préférais voir Jay White et voir l'avenir de la fédération et de ce titre intercontinental qui a été porté par des gens comme Jay Styles et Shinsuke Nakamura. Et je trouve que voilà, Tanahashi n'avait pas besoin de la ceinture autant que White en avait besoin. Malheureusement, voilà, ils ont fait gagner White. Et mais le match était bon, correct. C'était vraiment sans réelle surprise. C'est vraiment un bon match de catch. Mais le mot bon, ça veut dire le minimum syndical pour moi pour un bon match de catch. Ils auraient pu faire mieux, mais les poids des deux gros matchs qui arrivent après les a écrasés. Et l'avenir dira que White se dirigera vers une autre ceinture, mais avec un adversaire tout aussi prestigieux que Hiroshi Tanahashi. Et on va enchaîner avec les deux big main events. Et on va enchaîner par l'ordre que la carte nous a proposé, la New Japan. Le match pour le titre US qui opposait The Alpha, Chris Jericho, face au champion des États-Unis de la New Japan Pro Wrestling, Kenny Omega, dans un No Disqualification match pour la ceinture US. The Alpha versus Omega. The Alpha Club contre le Bullet Club. Bon, ça c'est mon kiff. Mais pour moi, c'est le deuxième match, le premier match, le match de la soirée avec le match pour le titre junior. C'est pas les matchs le plus techniques, mais c'est le match que j'ai ressenti la passion. Vraiment, j'ai vraiment kiffé en fait ce match. Ils se sont donnés à cœur joie. Chris Jericho a le feu sacré. Oh mon dieu, il a le feu sacré, notre Y2J national. Celui qu'on a tous connu à la WWE. Moi j'ai connu Chris Jericho, petite anecdote, en 2008, quand j'ai commencé à regarder les catch. Et le moment qui m'a marqué avec Chris Jericho, c'est son fameux heel turn sur Shawn Michaels, où il a envoyé ce dernier dans le Jurytron, dans l'écran du Jurytron, dans le fameux show de Chris Jericho, le Highlight Reel. C'était vraiment bien. Et le meilleur de Chris Jericho, comme tout le monde le sait, c'est le Chris Jericho heel. Et moi, Chris Jericho heel est excellent. Il a vraiment été excellent dans ce match. Le poids des années se voit. Chris Jericho, je crois, 46-47 ans. Donc voilà, il va lever le pied, mais c'est un grand monsieur du catch. Et Kenny Omega n'a pas démérité. Il a gagné ce match d'ailleurs. Pour conserver, Kenny Omega a conservé sa ceinture, si vous ne le savez pas. Et j'ai mis 9 sur 10. Je suis pas honnête. Hein. Moi j'ai vraiment aimé ce match, mais voilà, c'est moi. Chris Jericho a tout donné. C'est vraiment le meilleur catcheur au monde. Et avec d'autres, avec Jay Styles sûrement, d'autres lutteurs. Mais Chris Jericho a aussi prouvé qu'il n'était pas un simple lutteur de la WWE et qu'il a prouvé que malgré qu'il a fait sa majeure partie de sa carrière à la WWE, il n'a pas oublié d'où il vient et des fédérations d'où il vient. C'est Lionheart, le fameux jeune lutteur de Lyon, où il avait fait ses armes au Mexique et au Japon avant de venir dans la WCW et à la WWE. J'ai aimé ce match. Chris Jericho n'était pas un jobber de luxe. Chris Jericho n'était pas un jobber de luxe. Il a vraiment tenu la dragée haute comme si c'était un véritable et vrai challenger à la ceinture crédible. On sait très bien que Chris Jericho n'est là que pour montrer que Kenny Omega peut battre des légendes et progressivement, comme je l'ai dit dans mon premier pronostic, aller au titre de Kazuchika Okada et avoir battu Chris Jericho dans un match pareil, ça donne encore plus de la crédibilité aux jeunes Canadiens, aux plus jeunes des deux. Et voilà, Chris Jericho ne s'est pas contenté de mettre en avant Omega. Il s'est mis en avant, il a montré qu'il avait des très beaux restes. Chris Jericho n'a plus catché depuis juillet. Pour se prendre le tombé pour Jay Styles pour le titre US à SmackDown. Donc voilà, c'est pas glorieux, mais quand je vois ça, quand Chris Jericho a montré que c'est un homme qui adore ce métier. Et Kenny Omega aussi, ils nous ont offert que ces deux hommes nous ont montré que c'était des grands fans de catch et qui nous ont montré leur meilleur jour. Chris Jericho un plus jeune Jericho aurait été mieux, mais bon, Chris Jericho
qui n'est, je vous le dis, je vous rappelle, ne fait pas de pied de nez à la WWE. Chris Jericho fait ce qu'il veut, il n'a pas de contrat avec la WWE et il est libre d'aller où il veut. Et il a été au Japon, ils lui ont proposé ce match et c'était normal. Kenny Omega avait un adversaire de prestige et ils se sont donné, ils ont tout donné, ils se sont donné. Kenny Omega mettait un coup, Chris Jericho remettait un. Il n'y en avait pas un plus haut que l'autre. Je croyais qu'ils étaient au même niveau et que ça allait finir par un draw, mais non. Place à la jeunesse et au champion. Le champion a conservé sa ceinture avec grande classe et voilà, le saut de Kenny Omega sur la table où Chris Jericho s'enlève, la chute de Chris Jericho sur la table, les coups de chaise. Les coups de chaise de Chris Jericho, les gars, c'est énorme. Moi, ça m'a fait mal. Mais Kenny Omega reste fidèle à lui-même, très stiff dans son catch, très chouette. J'aime bien Kenny Omega, même si pour moi, je trouve qu'on surestime un petit peu, mais un chouïa un peu trop. Mais il est très bon aussi. Donc j'ai vu un excellent match de catch, un match digne de WrestleMania, de main event de WrestleMania. Et c'était une ceinture secondaire. Maintenant la ceinture, la très jeune ceinture qui n'a même pas, non, je crois la ceinture US est arrivée à l'occasion du G1 Special que la New Japan a tenu aux États-Unis en juillet dernier. Et Kenny Omega est le premier champion. C'est le premier champion. Il n'y a pas encore eu de changement de titre. Et la légende de la ceinture de Kenny Omega s'agrandit grâce à Chris Jericho qui a offert un très grand match de catch. Et je vous conseille d'aller voir ce match. C'est pas que c'est Chris Jericho face à Kenny Omega, c'est pas juste le nom qui est génial. C'est ce que j'ai pu voir, ce qu'on a pu voir. C'est pour ça qu'on est fan de catch. Voilà, match serait match of the night. Quand je dis ça, alors que le main event n'est pas encore arrivé, vous allez croire que ce match qui suit, pour le titre champion de mon poids lourd, m'a un peu déçu. Le championnat qui opposait Kazuchika Okada, le champion du monde en titre, face à pas Chris Jericho, pas encore. Face à Tetsuya Naito, le vainqueur du J1 Climax de cette année. Victoire du champion qui conserve donc sa ceinture dans un match que après la claque que j'ai reçue avant, ça m'a fait mal. Il n'y avait pas de grande prise, il n'y avait pas de finisher à la Harley, il n'y avait pas de prise de fou, mais on sentait qu'il y avait une intensité dans les coups, dans tout ce qui était donné, dans les coups d'avant-bras, dans les coups de pied, coups de poing, dans les regards, hein, aussi dans les prises, dans les brises-nuques, brises d'eau et tout. On sentait qu'il y avait vraiment une intensité entre les deux hommes et leur rivalité qui date quand même de plusieurs années et que on voit un point culminant ici. Voilà, j'ai bien aimé. C'est vraiment, on voit une grosse rivalité. J'ai senti la tension qu'il y avait dans ce match, mais pour moi, ce n'est pas le meilleur match de la soirée. Il fait 7,5, c'est quand même 3ème dans mon classement. Mais c'est dommage. C'est un style purement japonais, je sais très bien. Mais voilà, c'est pour moi, il est 7,5, j'aurais pu mettre 8 s'il y avait plus de prises que de coups d'avant-bras. Ça, des coups d'avant-bras, il y en a eu. Mais voilà, j'ai cru à un moment donné que Okada allait perdre. Mais dès qu'il est revenu, j'ai dit non. Non, il va le conserver. Parce que la New Japan va le faire continuer son règne assez longtemps. Assez long, hein, le règne d'Okada, le plus long. Le champion règne le plus long. Et le champion règne cumulé. Je crois qu'il a 4 titres en tout. Les 4 règnes cumulés et le plus long. C'est le numéro 1 à 30 ans seulement. Il va tout exploser. C'est le présent de la New Japan et ils vont capitaliser là-dessus. Pour moi, je vous le dis, comme j'ai dit dans le pronostic, Kazuchika Okada est montré comme le plus grand des champions. Et le jour où il perdra sa ceinture, et ben, ce sera un choc. Et pour l'instant, sans être original, je vous ai dit, c'est Kenny Omega qui perdra sa ceinture d'une manière obscure avant, ou alors serait toujours champion à ce moment-là, et il détrônera Kazuchika Okada. J'espère que Okada ne sera pas encore champion d'ici l'année prochaine, j'espère qu'il perdra d'ici au moins la fin de l'année. Pas trop loin, s'il vous plaît, les règnes longs, moi ça m'ennuie un petit peu.
Les champions invincibles, ça m'énerve un peu. J'aime pas quand quelqu'un est trop invincible. C'est pas crédible. À un moment donné, oui, voilà, il est trop fort et il faut donner quelqu'un. Mais je pense que Kenny Omega, le dernier affrontement est prévu pour qu'Omega gagne la ceinture. Moi, je vois ça. Mais voilà. Pour le match en lui-même, entre Naito et Okada, j'aurais aimé mieux. J'aurais aimé beaucoup mieux pour ce match entre les deux hommes. Mais je vais pas bouter mon plaisir. C'est un bon main event. C'est un très bon main event pour le ceinture principale. Mais si je vois des notes de fou sur certains matchs que je suis pas d'accord, voilà, mais si ce match est à 6 étoiles, non. Non. 4 étoiles et demie, ça je comprendrais. Ça je comprendrais parce qu'il y a une intensité, on sent la rivalité, la pression de la rivalité. Mais voilà, je suis pas sûr. C'est pas un match parfait. C'est pas un match parfait, il y a des défauts, il est très lent. Très lent, très long à démarrer. Et ça, moi, il faut que ça envoie des patates. Et moi, j'aime pas attendre un match. Que les gens se tournent autour pendant des longues minutes. Et que le rythme est assez lent. Certains, les incidents que j'ai aimé le plus dans ce match, c'est quand ils accéléraient. C'est bizarre, hein. Oui, je suis un fan de catch pour moyen. Mais ils se sont montrés qu'ils pouvaient bouger un peu plus rapide. Et pour rendre ça intéressant. Malheureusement, ils n'ont fait que 2-3 fois. 2-3 séquences comme ça. Voilà, j'ai mis 7,5, hein, mais 7,5, moi je trouve que c'est excellent pour un match pareil. Hein. Un match entre Kazuchika Okada et Tetsuya Naito. Voilà, ils ont pas démérité, et pour moi je suis content de voir qu'ils ont fait un bon main event. Mais je trouve que c'est en dessous du match entre Okada et Omega l'année dernière. Qui est évidemment avec 6 étoiles un peu surnoté, et Dave Meltzer a montré que c'est limite en tant que analyste et chroniqueur. On peut pas donner une note plus haute que la note maximale. C'est pas possible. Pour moi, je conviens pas. Je n'aime pas ça. Comme vous le savez. Alors, qu'est-ce que j'ai voilà, moi, je vais terminer pour les matchs d'aujourd'hui. Et on va un peu parler du show en lui-même. Et de mon premier Wrestling Kingdom. Parce que c'est mon premier. J'ai vu quelques matchs par-ci par-là. Mais je n'ai jamais fait un show complet. Oui, c'est très bon. C'est de la Yakadlité in ring. Évidemment, j'aurais aimé beaucoup mieux. Le show se vendait grâce sûrement au main event, aux deux gros main events, le titre US et le titre du championnat du monde poids lourd. Évidemment, certains fans puristes sont venus aussi pour le titre junior, et ça c'est que les fans comme nous. Mais je pense que c'est un bon show. J'espère que les shows de catch que nous aurons à l'avenir sont aussi bons. Alors, j'espère que le Rumble sera bon cette année. Parce que Wrestling Kingdom, cette année, n'a pas mis la barre trop haute comme l'année dernière. Je trouve que c'est possible de venir chatouiller un peu le show. Certains vont dire, oh mon dieu, tu dégaines la New Japan. Si moi j'ai jugé comme ça, que certains matchs ne m'ont pas attiré comme ça quand vous avez essayé la chronique, voilà, c'est pas ma faute. Moi, je juge ce que je vois, et si ça me plaît pas, ça me plaît ou ça me plaît pas, bah, je lui dis pourquoi. Voilà, j'espère que le Rumble marquera l'histoire aussi, hein, en pensant à la WWE qui marquera l'histoire avec son premier Rumble féminin. C'est qui me fait très peur. On peut passer de l'exploit à la catastrophe industrielle, donc faut faire gaffe. Moi, tout ce que je peux vous dire, si vous aimez le catch, regardez le match pour le titre US et le titre junior. Si vous voulez pas regarder un show de 6 heures, parce que le show dure 6 heures. Avec les entrées assez longues. Moi, j'ai zappé les entrées parce que bon, moi ça n'apporte rien pour moi, donc je zappe les entrées, donc voilà. Mais le titre junior et le titre US à regarder. Un must-see, moi j'adore ces matchs. Vous voyez que les cruiserweights, quand ils sont bien traités, font d'excellents matchs. Et quand ils ont assez de temps, il y a assez de création de storyline, ils font des bons matchs. C'est pas la faute aux superstars de la WWE, de 205 Live, ces gens-là, non. C'est pas de leur faute. C'est la faute des bookers. Vous savez très bien, il y a du talent. Dans les cruiserweight dans le cruiserweight de 205 Live, Enzo Amore mis à part. Mais bon, on va parler d'une autre note. Moi, je mettrais un gros 7,5 sur 10 à ce show. J'aurais pu mettre 8, mais le match Never Openweight me dit non. Le match entre Suzuki et Goto, non. Ça ne mérite pas d'être dans un show de 8. Je mets 7 sur 10, c'est un show solide que vous pouvez regarder si vous êtes fan de Pro.
de catch japonais. Et moi, je suis content. Je suis content du show, même si c'est pour moi pas le plus gros show qu'on peut avoir. Il pouvait faire mieux, mais il pouvait faire très pire aussi. Il y avait tellement d'attentes que si Soupé ça aurait pas raté, et pour moi, je vois que ces matchs qu'on a vus sont assez intéressants. Il y a à boire et à manger, donc vous pouvez faire votre sauce. Moi, je vous conseille d'aller voir ce pay-per-view, voir les matchs qui vous attirent. Regardez les matchs qui vous attirent le plus, et vous verrez que si vous accrochez au style, et ben on va suivre une belle année avec la New Japan, parce que Chris Jericho, les gars, petite note de fin de chronique, Chris Jericho ne fera pas qu'un one shot. Si vous avez regardé les résultats de New Year Dash, le show post Wrestling Kingdom qui était le lendemain, le 5 janvier, Chris Jericho a attaqué l'ancien challenger au titre de Kazuchika Okada, Monsieur Tetsuya Yamato, en main event du show New Year Dash, et un affrontement entre les deux hommes normalement devrait être prévu dans les prochaines semaines et les prochains mois, dans un nouveau affrontement cataclysmique, parce que Chris Jericho apparemment va faire un petit run qui durera quelques mois, j'espère, avec des affrontements de qualité, et s'il fait comme le match avec Omega, je ne fais que clapper les mains et je signe tout de suite pour les matchs qu'on va avoir dans la suite des événements. J'espère que Chris Jericho continuera sur sa lancée, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes fan de Chris Jericho de la WWE. Chris Jericho est avant tout un WWE guy, et un jour ou l'autre reviendra à la WWE, soit pour un dernier run, soit pour être intronisé au Hall of Fame. Ça, la WWE sera toujours reconnaissante en son Undisputed Champion, sur le tout premier champion contesté de l'histoire du catch. Alors pour moi, la chronique se termine ici, plus d'une demi-heure de chronique. J'espère que vous êtes bien amusés à mes côtés et à débriefer sur ce show. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le catch, baby!